Elle avait des cauchemars de violence, de couteaux, de sang. Elle était dans un état complètement comme ça. Voilà. Le corps, moins on l'écoute, plus il parle fort, en fait. C'est émouvant pour moi d'en parler et je me rends compte que c'est pas entendu en fait. Quand une femme a vécu des violences sexuelles, on sait que c'est comme une espèce de cocotte minute qui va exploser. Et quand on ne sait pas ça, on ne comprend pas. Et quand on s'intéresse à ça, on se dit, mais bien sûr, on a une autre grille de lecture. Et une fois que tu as cette autre grille de lecture, c'est comme quand tu mets des lunettes. En fait, tu changes ton regard. Je vais poser maintenant une main sur ton sternum, juste là, et je mets l'autre sous ton dos. Voilà, comme ça. C'est une jeune femme qui a un passé de violence sexuelle depuis l'âge de 11 ans à peu près, et qui forcément a vécu des choses extrêmement difficiles. Elle ne verbalise pas du tout ses difficultés. Par contre, elle fait des dessins absolument extraordinaires qui parlent bien plus que tous les mots. Moi, j'étais très marquée quand j'ai vu ces premiers dessins, notamment celui avec la jeune femme qui a un trou dans le sein, dans l'œil et au niveau du bras, hein, qui montre à quel point elle est explosée, à quel point tout est douloureux et tout est souffrance chez elle. Les violences sexuelles concernent un enfant sur 5. Et ce sont les chiffres du Conseil de l'Europe. Ça veut dire que dans une consultation de 10 femmes l'après-midi, et toutes les sages-femmes, tous les gynécos peuvent voir 10 femmes dans une après-midi, il y en a 2 qui sont concernées. Donc 2 femmes qui auront eu dans leurs antécédents des violences sexuelles. À 38 ans, j'ai pris la décision d'avorter. Et en fait, j'ai pris la décision, mais c'était pas mon choix. Et donc, ça a été un événement extrêmement douloureux pour moi, qui m'a amené en réa avec tentative de suicide. Et j'ai demandé à être hospitalisée en psychiatrie dans la foulée parce que je me sentais extrêmement fragile. Et c'est lors de cette hospitalisation, en fait, que les souvenirs sont revenus, mais à l'envers, en fait. En gros, je devais avoir 7-8 ans. Je montais beaucoup à cheval, je faisais pas mal de voltige équestre. Et puis j'ai fait une mauvaise chute. Donc je me suis retrouvée chez le kiné, sauf que mes parents n'ont pas assisté à la séance, et puis qu'il n'y en a pas eu qu'une. Je me souviens que la première fois où il a mis ses doigts et où il a attrapé mon coccyx, j'ai eu une douleur explosive, une douleur froide et blanche qui est partie de mon coccyx et de mon anus, et que j'ai plus rien ressenti après. Ouais, donc, et sur les fois d'après, en fait, du coup, je sentais plus rien. Ce qui était pratique, entre guillemets, puisque ça me permettait de pas... je pense que sinon, en fait, ma tête aurait explosé de douleur. Son argument, c'était que il fallait aller entretenir le tendon,
tendon sur lequel d'ailleurs j'ai eu une endométriose qui s'est localisée. Qu'il fallait assouplir ce tendon parce que sinon je risquerais d'avoir des problèmes lors de l'accouchement, et puis que si un jour j'avais un petit copain qui souhaitait passer par là, ce serait plus simple, et que d'ailleurs sa femme appréciait. J'avais donc entre 8 et 13 ans, hein, donc je ne comprenais pas trop en fait ce qui se disait. Je me suis recassé le coccyx à 22 ans. Je ne suis pas allée le faire soigner, ça parle. J'ai eu des kystes aux ovaires, j'ai eu un abcès de l'ovaire. Ça aussi, ça parlait de tout ce qui était enkysté en moi. J'ai fait un AIT, un accident ischémique transitoire, à 30 ans. Effectivement, j'en avais plein la tête. J'ai un dossier qui parle. Quand on voit 3 célioscopies, abcès de l'ovaire, multikyste, rupture de kyste pendant la grossesse, 3 avortements. C'est en fait tous les clignotants, ils sont là, elle a subi. La période périnatale est vraiment un moment clé de transparence psychique où plein d'éléments peuvent refaire surface dans le corps et dans l'esprit. Donc pendant les grossesses, il y a plein de comportements de dépression inexpliquée ou de dépression inexpliquée après l'accouchement, où en fait nous on était complètement démunis par rapport à pas d'explication, pas de sens à cette dépression qui arrivait d'un seul coup. Des femmes qui d'un seul coup ont développé une hypertension avec une toxémie gravidique incroyable, sans symptômes préalables. On n'a fait que traiter les symptômes, mais sans explication non plus, et sans accompagnement surtout spécifique contenant, sécure autour de cette femme, autour du conjoint de cette femme qui ni l'un ni l'autre ne comprennent en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, le cas le plus important que j'ai là en mémoire, c'est vraiment une femme qui d'un seul coup a commencé à gonfler des œdèmes. Elle a pris 30 kilos en 3 semaines. Elle avait des cauchemars de violence, de couteaux, de sang. Elle était dans un état complètement comme ça. Voilà. Donc on l'a fait hospitaliser, elle a accouché de manière très violente aussi, tout a été violent. Tous les médecins, aussi bien moi que les médecins à l'hôpital, disaient mais on n'a jamais vu ça, un état pareil. Et donc suite à ça, après on a pu comprendre ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'elle avait subi ? Un viol dans l'enfance par son grand-père entre l'âge de 4 ans et 8 ans. Bien enfermée, avec beaucoup de peur et effectivement beaucoup de non-dits, pas de dénonciation autour de ça. La violence sexuelle, en fait, ça on l'oublie trop souvent, c'est avant tout une atteinte corporelle, avant toute chose, avant que d'être un psychotraumatisme. L'impact de balle, en fait, il est soit dans la bouche, il est soit au niveau rectal, soit au niveau vaginal.
Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre en fait. C'est le corps qui est touché en premier. À l'origine, j'ai demandé aux patientes et aux patients beaucoup qui avaient des maladies thyroïdiennes auto-immunes, puisque c'est ma spécialité, de mettre du sens sur ce qui est une auto-agression par le corps, puisqu'on fabrique des anticorps contre son propre corps. Et effectivement, beaucoup de personnes sont revenues avec des antécédents de violences sexuelles. Donc ça a été un choc en fait pour moi, puisque on n'en avait jamais parlé, jamais sur les bancs de la fac abordé le sujet. Et c'est d'autant plus un choc que je m'aperçois que beaucoup de gens ont cherché de l'aide. Les gens, à l'évidence, ont consulté en psychiatrie, ont consulté des thérapeutes, et on ne les a jamais vraiment amenés à la guérison, ni même parfois fait les liens entre ces antécédents de violences sexuelles et les symptômes qu'ils présentaient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications qui sont toutes concordantes et qui montrent que, en gros, une femme qui a été victime de violences sexuelles et qui n'a pas fait de parcours de soins va avoir des complications obstétricales jusqu'à très graves dans à peu près 80% des cas. Donc c'est énorme. On voit par exemple qu'il y a plus d'hypertension artérielle chez les personnes qui en début de grossesse. On sait qu'il y a plus de diabète déclenché chez les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. À titre personnel, moi je constate énormément de pathologies thyroïdiennes. Ce qui est très intéressant avec les pathologies auto-immunes, en fait, c'est que quand le patient fait le lien et va dans un parcours de soins de réparation de violences sexuelles, on peut avoir des pathologies qui restent totalement, alors que la médecine avait déclaré la personne malade à vie, entre guillemets. On a par exemple des très beaux exemples sur des rectocolites hémorragiques, par exemple, qui vont régresser quand la personne va se mettre en soin par rapport à ses antécédents de violences sexuelles. Moi, j'encourage que ce soit les sages-femmes ou les médecins obstétriciens, de toute façon, à poser systématiquement, quand on ouvre un dossier, la question d'antécédents de violences sexuelles. Donc on arrive à 36 semaines, on arrive bientôt au bout du chemin. Hein. Est-ce qu'il y a des contractions là, régulières ou pas? Pas régulières, mais il arrive qu'il y en ait. Combien par jour? 5, 10, plus? Plutôt moins, Plutôt moins 3, 4, peut-être. Les femmes ne vont pas parler de ça chez le pneumologue, ne vont pas parler de ça chez le cardiologue. C'est chez le gynéco qu'on aborde toute la problématique liée à la sphère génitale. Hein. C'est dans nos consultes qu'il faut parler de ça. Et je pense qu'il faut l'aborder de manière systématique. Hein. Quand on rencontre pour la première fois une femme, ça doit faire partie du territoire que l'on explore délicatement. On va parler du présent, hein, de l'activité sexuelle actuelle. Est-ce que la femme est à l'aise dans cette situation-là? Est-ce qu'elle vit pleinement cette relation ou est-ce qu'elle rencontre des difficultés? Et à partir des difficultés, on va remonter progressivement si c'est quelque chose qui est récent ou si ça a toujours été comme ça ou si elle a vécu des choses particulières. Et c'est le moment où on peut aborder ça avec délicatesse. Hein. Venez vous installer, on met un petit pied de chaque côté. On commence à être inconfortable. Hein. C'est plus très bien. Comment se positionner? Non, la tension est toute bien. Pas de perte de sang. Quand on fait un examen gynécologique, même par la palpation du ventre, tu vois très bien si une femme est tendue, crispée. Et rien que ça peut être le moment où tu abordes les différentes thématiques sur le vécu de cette femme-là. Hein. Alors, il est bien. Hein, il est dos à gauche. Hein, on voit bien ici. Ça, c'est la bulle de la vessie, son petit estomac. Il se tortille. Hein. La colonne qui est en arrière. Là, vous entendez son petit cœur qui galope. Hein. Et la tête est en bas. Hein. Un presque des emblèmes de cela, c'est l'endométriose, hein, qui survient spécifiquement chez la femme jeune. Et quand on creuse très fréquemment, on met en évidence une longue période de violence tue qui n'a
où c'est le corps qui parle. Hein. Et c'est vrai que le corps médical a longtemps pris en charge cette pathologie par des actes chirurgicaux répétés, par des agressions au corps. Et c'est quand même assez récent qu'on commence à aborder les choses d'une autre manière. Hein. Ma première émotion, c'est que j'ai peur. Donc, ce que je dis en fait maintenant, c'est faites attention à moi en fait, dans les consultations médicales. Et les consultations gynécologiques, c'est une catastrophe. Quand je suis en consultation et que c'est en consultation hospitalière et que tout d'un coup, alors que la gynéco est au courant que j'ai subi des violences sexuelles, qu'il y a 3 internes qui arrivent, que pendant qu'elle me fait le toucher vaginal, elle me prévient effectivement qu'elle me fait le toucher rectal, mais elle me le prévient au moment où elle me le fait. Merde, quoi. Enfin, comment vous faire comprendre qu'en fait, un geste comme ça, vous me faites revivre ce que j'ai déjà subi et c'est un viol médical. Ça existe. Il n'y a pas. C'est ça, c'est de comprendre que le viol, c'est pas forcément la représentation qu'on en a. Hein, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus ravageur. Ça tue. Du temps où la médecine était très paternaliste. Et on disait, si tu veux que je te soigne, il faut que tu acceptes tout ça. Ça passait. Et la parole des femmes n'était pas libérée. Aujourd'hui, elles nous disent, il m'est arrivé des choses dans ma vie, tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai un vécu difficile. Et là, tu viens et tu mets un objet dans mon vagin ou tu mets ton doigt dans mon vagin sans m'avoir véritablement demandé mon consentement ou en te contentant d'un consentement évoqué, ça ne va pas. Il faut inverser un paradigme. On nous a appris sur les bancs de la faculté de médecine à ne pas nous mettre à la place du patient. C'est une faute. Si chaque médecin, avant de faire un geste, se disait « et si on me faisait ça à moi, ou à ma fille, ou à ma compagne, est-ce que je l'accepterais sous la forme sous laquelle je le prodigue ?» C'est simple, moi j'ai fait mes études à l'hôpital Necker-Enfants Malades, donc un hôpital quand même où il y a énormément de services d'enfants, et je n'ai jamais entendu parler de violences sexuelles faites aux enfants, à peine sur les violences physiques, en certificat de radiologie, où on nous a montré des radios avec des micro-fractures partout sur le squelette des enfants. Et sur le sujet des violences sexuelles, à peine 1 minute 30 en certificat de médecine légale pour apprendre à faire des prélèvements chez une femme violée. Et le problème, c'est que c'est encore presque un non-sujet, puisque si on a dans les CHU 2, 3 heures, 4 heures sur ce sujet des violences sexuelles dans tout un cursus qui dure des années, c'est bien le maximum encore. Une violence sexuelle, c'est d'abord une effraction du toucher. Donc ce sont des patients qui ont une relation très particulière au toucher.
il y a une problématique de distance et de bonne distance. Et nous, en tant que thérapeutes formés, on essaye de leur permettre de réapprivoiser ce toucher comme étant un toucher bienveillant et sécurisant. Si on n'a pas la bonne grille de lecture, si on ne pose pas la question de savoir si ces patients-là ont été victimes, il y a plein de choses que l'on ne va pas comprendre. Des réactions de patientes qui vont soit se mettre à parler énormément pour éviter l'entrée en contact, ou au contraire qu'on va perdre complètement, aussi bien sous nos mains que dans le discours, parce qu'il va y avoir vraiment cette angoisse liée au toucher. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses difficiles dans votre vie? Est-ce que quelqu'un vous a déjà agressé physiquement, sexuellement ou psychologiquement? Cette question, forcément, au début, elle est difficile à poser parce qu'on est nous-mêmes mal à l'aise pour la poser. Simplement, une fois qu'elle est intégrée, pendant des années, on n'osait pas demander aux femmes enceintes si elles consommaient de l'alcool. Aujourd'hui, ça fait partie des bonnes pratiques. Et chacun va le faire à sa manière. Il n'y a pas de bonne manière de poser la question. L'essentiel, c'est de poser la question. Enfin, quelqu'un les écoute. C'est vraiment le ressenti qu'on a. C'est qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. C'est ça. Enfin, quelqu'un me pose la question. Et enfin, je peux parler de cette souffrance qui m'accompagne depuis tellement de temps à l'intérieur de moi et que je ne comprends pas moi-même. Et quand je leur demande, est-ce que vous sentez cette énergie meurtrière à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez des colères? Mais est-ce qu'on peut parler d'énergie meurtrière plus de colère? Et que quand dans le regard, le regard change et que je vois cette énergie meurtrière dans le regard, c'est extrêmement impressionnant. Et extrêmement soulageant pour la personne qui enfin peut parler de ça. Oui, c'est tout à fait ça, c'est de l'énergie meurtrière que j'ai à l'intérieur de moi. Ok, vers qui vous la tournez? Est-ce que vous la tournez vers l'extérieur? Est-ce que c'est plutôt vers vous? Oui, j'ai déjà eu envie de me suicider. Voilà, personne, jamais, elle n'avait parlé de ça. Parce que c'est honteux, on a honte de ce qu'on sent à l'intérieur de soi aussi. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Comment ils vont réagir, les gens? Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je veux que ça sorte. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous aimer. Mesdames, messieurs, vous Allons, parlons, communiquons, posons les questions, soyons vigilants, sans être parano. Andrea, première. J'ai porté plainte. Il y a eu un procès en cour d'assises. L'agresseur a été condamné à aller en prison pendant un certain nombre d'années, une dizaine d'années. Et donc, si vous voulez, intellectuellement, pour moi, j'étais libérée. Mais quand l'enfant est arrivé, toutes ces violences-là sont remontées et j'ai eu peur de faire un transfert et j'ai eu peur d'être maltraitante. J'ai vraiment peur d'être maltraitante. Et un jour, j'ai eu un geste très vif envers mon enfant, en lui enlevant ses chaussettes ou son pantalon pour échanger une connerie. Et elle est tombée. Et là, je me suis dit, ok, tu ne vas pas bien du tout. Donc maintenant, tu prends les choses en main. Ce n'est pas trop tard. Tu vas être accompagnée et ça ira mieux. Nous, on a été éduqués dans nos écoles, dans nos facultés, sur le corps, le symptôme. On trouve une réponse au symptôme, mais on ne voit pas la personne dans sa globalité. C'est toute une culture autour de la culture médicale qui doit évoluer, qui doit changer, alors que les prises de conscience sont de partout. Traiter toutes les femmes comme si potentiellement elles avaient eu des violences sexuelles, même si elles ne les ont pas énoncées, permettra de faire beaucoup moins de dégâts. Il faudrait presque être plus systématique. Pourquoi ?
parce que les événements traumatiques dans la sphère sexuelle sont souvent recouverts de strates d'oubli qui permettent de vivre. Ouvrir la parole, ça permet d'aller en soins et clairement ça sauve des vies quand on voit la gravité des pathologies qui peuvent suivre. C'est ce qui fait la noblesse de notre travail, hein. C'est la capacité d'écouter l'autre, de regarder l'autre, d'être attentif à sa réaction, Et dans notre métier, c'est vrai qu'on touche le corps. Il y a de nombreux moments où la parole, elle peut émerger, hein, où on peut stimuler cette parole-là. Là, il y a mes coquelicots, c'est les 3 avortements que j'ai faits. Au fond de moi, dans mes os, j'avais de l'amour, j'avais du mouvement, j'avais de la danse. Et celui-ci, au départ, c'est censé être un phénix abstrait, donc on est totalement dans l'abstrait. Je laisse mes traces à moi sur mon corps. Il m'a quand même été pris, il m'a été volé, malmené, brutalisé, il a été marqué par des maladies et c'est ma façon à moi de me le réapproprier.